Bonjour à tous, bienvenue sur 01 TV, c'est votre nouvel épisode de 01 Hebdo. Comme tous les jeudis soirs, je suis ravi de vous retrouver. Voici le sommaire de ce grand débrief de l'actu tech de la semaine. Tout d'abord, nous allons revenir sur cet échec du rachat de l'entreprise britannique ARM par l'américain Nvidia. Est-ce que c'est le casse du siècle? Adrien Branco viendra tout nous expliquer. Vous connaissiez les montres connectées, la bague intelligente va-t-elle devenir le nouveau wearable pour surveiller notre santé? En tout cas, la start-up française Circular s'apprête à lancer le sien. Réparer ses appareils électroniques et électroménager soi-même, c'est mieux que de les jeter. Eh bien, c'est ce que propose SOS Accessoires, ce sera notre rendez-vous Tech Care. Enfin, nous retrouverons Jordan Cosino, comment l'oublier, Jordan Cosino, qui a éclusé pour nous les bas-fonds de Kickstarter et du crowdfunding. Non, je plaisante, il viendra nous raconter ce qu'il a trouvé de plus intéressant, de plus insolite aussi. C'est ça, la marque de fabrique de Jordan Cosino. Bienvenue dans 01 Hebdo, c'est parti. Voilà, je suis ravi de vous retrouver, je vous le disais, je suis tout seul cette semaine. Ce sont des choses qui arrivent de temps en temps. François Sorel n'est pas très loin, vous le retrouverez sur BFM Business dès ce soir. Et puis vous le retrouverez la semaine prochaine, bien sûr, dans 01 Hebdo. On va donc passer ces 52 minutes ensemble. À mes côtés, Adrien Branco. Salut Adrien. Salut. De la rédaction de 01net qui est passé nous voir pour nous parler d'un sujet. On va en parler tout à l'heure. C'est ce rachat incroyable, ce rachat qui n'a pas eu lieu, voilà. d'ARM par Nvidia. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Ah ben ça, tu nous diras tout à l'heure. Voilà, là c'est juste du teasing. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as interviewé le cofondateur d'ARM. Oui. Voilà, donc des confidences, restez avec nous. Avant cela, je te propose qu'on jette un coup d'œil sur l'actu de la semaine. Avec plaisir. L'actu de la semaine, c'est tout de suite. L'actu de la semaine, c'est l'inauguration, cette semaine, à Paris, à côté de Paris, à La Défense, d'un truc qui s'appelle le campus cyber. C'est plus qu'un truc. Je plaisante, mais c'est une très grosse opération. C'est un nouveau pôle qui va être entièrement, comme son nom l'indique, dédié à la cybersécurité. 26 000 m², à terme, il y aura 1800 personnes qui vont travailler là-bas. Et en fait, cela s'inscrit, ce campus cyber, dans le cadre de la stratégie gouvernementale pour la cybersécurité qui a été annoncée par Emmanuel Macron en 2021 et qui vise à essayer de créer un véritable écosystème autour de la cybersécurité. Alors on va mettre tous les spécialistes de la cybersécurité française, on va mettre l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, on va mettre des chercheurs, on va mettre des entreprises, des grandes entreprises spécialisées en cyber, et puis également des petites, des moyennes et des startups, des chercheurs, des formateurs, on va mélanger tout ça. On espère que tous ces gens-là vont se parler, vont arriver à créer des choses intéressantes et à développer une véritable synergie pour la cybersécurité, puisque la cybersécurité aujourd'hui, c'est absolument capital. C'est surtout une construction de culture. Il y a des grosses boîtes comme Alstom, on n'y pense pas, mais Alstom c'est un fleuron et les fleurons ils ont des secrets et il va falloir qu'ils apprennent en anglais, les best practices pour savoir comment se protéger. Et bien là ils vont se retrouver dans un écosystème, on espère que ça va renforcer. Il y a une enquête de Mediapart de comment une étudiante chinoise a volé des secrets industriels et ça c'est le problème de toutes les entreprises. Ce sont des choses qui arrivent. C'est vrai qu'il y a un volet militaire et puis il y a un volet industriel. En tout cas, c'est une vraie question aujourd'hui, la cybersécurité. C'est une question de sécurité nationale, c'est une question d'indépendance économique, c'est une question de souveraineté nationale également. Et puis il y a aussi accessoirement un enjeu économique. Il s'agit de développer une économie de la cybersécurité avec à la clé des créations d'emplois, de nouvelles entreprises, de nouveaux business, etc. Voilà, donc ouverture cette semaine près de Paris de ce campus cyber. Il n'y a pas que ça, on va revenir à des choses très terre-à-terre. On va revenir à des produits tech qui ont été dévoilés cette semaine. Alors, pas mal, une semaine intéressante, parce qu'on a eu des nouveautés Amazon et on a des nouveautés Sony. Amazon qui fait dans l'assistant vocal. Ce n'est pas très surprenant. Disons qu'ils ont lancé, ça y est, sur le marché français, le Echo Show 15 qui avait été dévoilé lors d'une keynote il y a quelques semaines. Qu'est-ce que c'est que le Echo Show 15 ? C'est notre ami Alexa qui se retrouve enfermé cette fois dans un cadre, un écran de 15,6 pouces.
qui peut se mettre à l'horizontale ou à la verticale, comme vous le voyez actuellement à l'image, et qui peut non seulement, bien sûr, faire tout ce que fait l'assistant vocal Alexa. Alors, il y a de tout, hein, la musique, les recettes de cuisine, l'heure, compter le temps de cuisson des pâtes, etc. Et puis, des petites choses supplémentaires, parce qu'en fait, l'interface a été revue, et vous voyez qu'avec un grand écran comme ça, eh bien, on peut désormais mettre des widgets, c'est-à-dire qu'on va découper, on va mettre des petites applications en découpant un peu l'écran. Et notamment, l'une des applications qui a les nouvelles, c'est ça, c'est la possibilité de laisser des notes. Et on peut laisser des notes vocalement. Donc après, voilà, pour une famille, elle voit tout de suite s'il y a un petit post-it jaune qui s'affiche sur l'écran, on peut faire passer des messages. Non. Genre, va faire tes devoirs, je suis pas là, etc. Mais bon, Adrien n'est pas fan. Ah, je suis le réac de la. Non. Ouais. Non, moi j'aime bien. Je suis je suis un peu assistant vocal addict. Le prix, puisque tu me le demandes, 250 €. Non, je te demande pas. 250 €. Non, mais par contre, il y a une question que tu aurais pu me poser, Adrien. C'est quid de la vie privée? La vie privée, une caméra, tout ça. Voilà, est-ce que ça exactement. Et comment on vérifie que les infos, ce qu'en fait Amazon, n'achetez pas ça. On va pas ouvrir le sujet, c'est très compliqué, il y a quand même pas mal de sécurités qui sont mises en œuvre et en tout cas là, pour rassurer tout le monde, eh bien, sur cet appareil, on va trouver un bouton physique, un truc vraiment, un obturateur physique pour couper le micro et la caméra de manière... il y a un bouton qui coupe électroniquement le micro et la caméra, plus un obturateur qui coupe physiquement la caméra. Et puis, particularité également de ce Echo Show 15, eh bien, il sait faire de l'identification faciale. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes dans la maison. La première qui se présente, on va lui montrer les contenus qui l'intéressent, lui, par exemple son agenda, etc. Et là, il peut y avoir des craintes quant à la vie privée. Donc, Amazon répond que c'est pas obligé d'utiliser cette fonction-là. Et de deux, tout est stocké en local. Voilà. Autre annonce Amazon cette semaine, là où on ne l'attendait pas forcément, c'est sur le segment et sur le secteur du son, de l'audio et de l'audio portable, en l'occurrence des oreillettes. Ils ont dévoilé une petite paire d'oreillettes. Bon, alors ils ne sont pas les seuls, hein. Je me demande s'il y a une marque de high-tech qui ne fait pas d'oreillettes aujourd'hui. Ce sont les Amazon, comment elles s'appellent EcoBuds, je crois, EcoBuds, voilà, exactement. Merci dans l'oreillette. Avec réduction active de bruit, bien sûr, et Alexa intégrée. Bien sûr. C'est logique. Voilà, je ne rentre pas trop dans le détail, mais elles sont avec deux modèles qui seront à 120 et 140 €. Ben, on les testera quand même et puis on vous dira ce qu'on en pense. L'écran est joli, hein. L'écran du précédent produit. Ah oui, du précédent, parce que sur les oreillettes, il n'y a pas d'écran. C'est une belle réussite. Ouais. Non, c'est un joli produit. Alors, on est dans le son pour l'instant, et il y a une marque qui est quand même vraiment attachée à l'audio depuis toujours, c'est Sony. Et Sony qui nous sort, devinez quoi ? Si vous avez plus de 40 ans, c'est un mot que vous connaissez depuis votre enfance. C'est un Walkman. Et oui, ça existe encore, le Walkman. Ils nous présentent, ils viennent de lancer 2 nouveaux Walkman. Alors, il y a des références que je ne vais pas vous donner parce que Sony, je pense que c'est la seule marque qui continue à faire des produits qui s'appellent NWWM1AM2. Non, on en a plein. Vraiment, en informatique, c'est pire. Hein. C'est limite clean. Voilà. 2 Walkman. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Walkman, en fait ? C'est un baladeur qui fait que de la musique. Ouais. Et c'est incroyable de sortir un produit comme ça aujourd'hui. J'en veux un. Et ben voilà, donc la cible est là, ça prouve que voilà, il y a une cible, il y a un véritable marché pour ça. Alors il faut dire que ça apporte quand même des petites choses en plus qu'un baladeur intégré dans un smartphone comme on a tous aujourd'hui. La promesse, c'est la qualité audio, bien sûr, qui est un peu l'un des assets de Sony. Donc, ça passe notamment par une compatibilité avec les fichiers haut de gamme FLAC jusqu'à 96 kHz, avec même un système d'upscaling, c'est-à-dire vous lui mettez un MP3 pas très bon, et la promesse, c'est qu'il va vous le rendre avec une qualité équivalente à la qualité CD. Et puis, la sortie audio est agrémentée d'un ampli numérique pour pouvoir restituer tout cela, à condition évidemment d'avoir du coup le casque qui va bien. Voilà, il y a un petit écran, ça fonctionne sous Android, il y a une mémoire extensible, ce qu'on ne trouve pas sur un smartphone. Et tout cela pour la bagatelle de 1 400 € pour l'un des 2 modèles, mais l'autre modèle
Tu as vu les prix? Non, je préfère pas parce que chaque fois c'est très violent. Le problème c'est qu'ils sortent des trucs où je pourrais être la cible et que le prix, je suis plus la cible. Eh ben voilà, et encore ça c'est le pas cher que j'ai annoncé, car il y en a un autre à 3 700 €. Coff. 3 700 €. Pourquoi? Parce qu'il est plaqué or, à l'intérieur il y a du câblage haute qualité, donc anti-parasite, etc. On parle d'idiophilie au bout d'un moment. Il y a les audiophiles et les idiophiles, il faut voir. J'ai pas l'oreille. Il ne faut pas insulter les consommateurs, mais oui, c'est sûr que ça s'adresse à un public qui est à la recherche de quelque chose qui se démarque en termes de qualité et puis en termes également d'image. C'est des assez jolis produits. C'est pas terminé. Avant qu'on parle d'ARM, il y a encore de l'audio, il y a encore du Sony, et alors avec un produit qui est vraiment intéressant, assez insolite, probablement beaucoup plus grand public. Ce sont des oreillettes, là encore. Donc après Amazon, Sony lance aussi une petite paire d'oreillettes, mais regardez ça, elles ont un design très étrange. Pourquoi? Parce que vous savez que l'un des problèmes des oreillettes, c'est que, quand on met ça dans l'oreille, même si on n'active pas la réduction de bruit, forcément on entend plus ce qui se passe autour. Ouais. Apple a inventé le petit micro, le mode transparence, j'active un petit micro actif et du coup ça amplifie ce que j'entends. Là, c'est une autre logique, ils ont fait un trou. Ouais. Ils ont fait un trou au milieu de l'oreillette. Et donc, le son, forcément, passe à travers. Alors, il faut bien comprendre que ce qu'on a aperçu, là, c'est toute l'oreillette et qu'il faut arriver à faire loger dans l'oreille. Donc, déjà, ce n'est pas pour les petites oreilles, mais c'est assez insolite. Évidemment, le revers de la médaille, c'est qu'il n'y aura pas de réduction de bruit, parce que ça reste ouvert en permanence. Mais le gros avantage, c'est qu'avec ça, vous ne serez pas coupé du monde. Vous pourrez continuer à entendre ce qui se passe autour de vous, avoir des conversations. Voilà, peut-être que je ne sais pas si ce genre de choses pourrait être éventuellement autorisé pour faire du vélo, par exemple, puisque c'est vrai qu'on n'a pas le droit de se boucher les oreilles quand on fait du vélo, mais avec ça, on est un peu plus ouvert. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous avez vu, le système de commande est assez amusant, c'est-à-dire qu'on se tapote sur la joue pour lancer la musique, arrêter, etc. C'est par reconnaissance des vibrations, en fait, des vibrations sur la peau. Étonnant. Le donut musical, on l'appelle. Pardon? C'est le donut musical. Le donut musical, le mini donut, c'est un tout petit donut. Mais ouais, c'est un peu ça. Bon, c'est vrai, c'est assez curieux, effectivement, comme design. Ça coûte 200 €. Ça coûte 200 € les Link Buds et c'est en train d'arriver. Bon, voilà, donc vous voyez, cette semaine, quand même pas mal d'annonces hardware, d'annonces produits tech plutôt intéressantes. Et sur 01 TV, évidemment, ce produit-là, on ne peut pas les rater, donc forcément, on vous en parle. L'autre grosse actu de la semaine, je vous en parlais, et c'est donc pour cela qu'Adrien est avec nous aujourd'hui. Eh bien, c'est cette affaire, alors ça touche plus à l'industriel, on va dire, mais ça nous concerne tous parce que c'est l'industrie des microprocesseurs. On l'a déjà évoqué plusieurs fois sur 01 TV. ARM, entreprise britannique, fleuron européen, même si Brexit oblige, mais grosso modo fleuron européen, qui a inventé une architecture de processeurs qu'on retrouve dans des tas de produits aujourd'hui, qui a failli être racheté par un géant des puces qui n'est autre que l'américain Nvidia. On pensait vraiment que ça allait se faire, etc. Non. Puis il y a eu une levée de bouclier. Non, on ne pensait pas que ça allait se faire. On ne pensait pas que ça allait se faire. Bon, il y en avait qui pensaient, il y en avait d'autres qui disaient non, il ne faut pas que ça se fasse parce que ça va concentrer le marché. Alors, Adrien, toi tu es allé interviewer, c'est très intéressant, Monsieur le cofondateur d'ARM. Hermann Hauser, oui, c'est un fringant septuagénaire qui effectivement a lancé dans la dérivée de Acorn Computer. Alors l'architecture en elle-même, c'est une architecture RISC, voilà, donc c'est des jeux d'instruction simples. Il y en a d'autres, il y en a eu d'autres, il y a eu MIPS. Et effectivement, dans les années 80, il a lancé une entreprise avec 2 employés, 2 ingénieurs. La première puce qu'ils ont fait, ils l'ont fait à 2 ingénieurs. Et il dit d'ailleurs historiquement que c'est notre force. Notre force, c'est qu'on n'avait pas la capacité de frappe, on était pauvres, il n'y avait pas grand monde. Donc il a vraiment fallu sélectionner les jeux d'instruction les plus simples, faire le processeur le plus simple possible, le plus économe en énergie. Et c'est de là que plus de 30 ans plus tard, on en voit le succès. Ouais. C'est que la base, c'est simplicité, efficacité, notamment énergétique. C'est ce qui permet aux puces ARM d'être là-dedans, dans ton iPad, dans les ordinateurs, dans les tablettes, dans les automobiles, dans les réfrigérateurs, partout. Et maintenant dans les PC, enfin dans les laptops. Dans les PC, que ce soit chez Mac ou chez PC, avec les Snapdragon 8CX, 7C Gen. Et monsieur Hauser, lui, a été l'an dernier l'une des voix
l'une des voix qui s'est élevée de manière bien visible en disant ça ne doit pas se faire, voilà pourquoi ça ne doit pas se faire. Alors lui, non seulement il était contre, mais il était aussi un peu la voix officieuse de toute l'industrie. Parce que si tu prends le panorama, qui fabrique des puces ARM? J'ai envie de dire tout le monde. Il y a plus de 500 entreprises dans le monde qui font des puces ARM. Parce que ARM ne les fabrique pas. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez, prenons le cas d'Intel pour bien comprendre. Intel, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont leur jeu d'instruction qui s'appelle x86. AMD a une licence. Mais Intel, il fait aussi autre chose. Il est capable, sur ces jeux d'instruction, de développer ses propres puces. Et il est capable aussi de construire cette puce. Intel est une exception. ARM, ils sont au tout début de la chaîne. Qu'est-ce qui se passe? ARM crée des architectures, crée des structures de puces. Au milieu, Apple vient et dit avec tes plans, j'aimerais bien faire ma puce comme ci, comme ça. Apple développe et met les briques dont il a besoin. Il a son propre GPU, il n'en veut pas de celui d'ARM, il ne le prend pas. Et une fois qu'il a fait sa cuisine, il va voir monsieur TSMC et lui dit voilà, toi et moi, on va construire ça TSMC, ensemble. le fabricant. Le taïwanais, ou il peut aller chez Samsung pour construire. Donc vous voyez, l'industrie des semi-conducteurs... Il y en a un qui invente le truc, l'autre qui l'adapte. Il y en a un autre qui cuit, il y en a un qui cuisine et l'autre qui fait le packaging. Exactement. Voilà. ARM est au tout début et sa force, c'est qu'il était neutre. Qualcomm et Apple, sont concurrents, font des puces avec la même base, avec la même recette initiale, mais ils font ce dont ils ont besoin pour leur marché et ils s'en sortent très bien. Nvidia aussi. Et à un moment... Quand même, ARM est un peu à vendre et une très grande entreprise japonaise qui s'appelle SoftBank, qu'on connaît par le fonds d'investissement technologique, met la main dessus. Mais SoftBank ne construit rien, c'est un fonds d'investissement. Donc le rachat, à l'époque, pour 32 milliards, bon, il passe un peu, c'est OK, vu qu'ils ont un portfolio technologique. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a inquiété M. Hauser, c'est que cette Suisse des semi-conducteurs, ARM était considérée comme la Suisse des semi-conducteurs. On parlait d'indépendance. Complètement neutre. ST Microelectronics, ce fleuron franco-italien, fait des puces ARM. Nvidia fait des puces ARM. Dès que tu sors ta Nintendo Switch à l'intérieur, puce Nvidia avec des plans ARM. Et si c'était passé sous la coupe de Nvidia, c'est là où M. Hauser lève le lièvre, parce que je lui ai posé directement la question. Qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, il serait passé qu'il y aurait une seule entreprise au monde qui n'aurait pas payé de licence ARM. C'est Nvidia. Il y aurait une entreprise au monde qui veut être dans les tablettes, qui veut être dans les smartphones, qui veut être partout, qui aurait l'accès direct au plan et aurait revendu quel plan aux autres? Et qu'est-ce qu'ils font Nvidia à la base? Des GPU, c'est ça où ils sont spécifiques. Et il dit très spécifiquement, parce que c'est quand même quelqu'un qui s'y connaît énormément en technologie, comme tu t'en doutes, ils auraient sans doute drivé tous les développements de plans pour s'interconnecter parfaitement avec leur GPU. Donc rupture de la concurrence, enfin distorsion de concurrence. Distorsion de concurrence, et là on ne s'y est pas trompé. Qui ne s'y est pas trompé? Tout le monde. La Chine n'a toujours pas rendu son avis quant à la fusion. 18 mois après qu'ils aient déposé le dossier, il n'y a toujours pas d'avis favorable. La FTC, donc l'autorité de la concurrence américaine, a dit non. Même les Américains étaient contre. Les Américains étaient contre. Mais pourquoi? Parce qu'on a entendu M. Hermann Hauser, il a finalement été la voix de l'industrie. Mais Apple, Qualcomm et tous les autres, étaient-ils pour ou contre? Évidemment, ils étaient contre. Eux, on ne les a pas entendus sur les plateaux de télé. Mais alors, il est clair qu'à la Maison-Blanche et partout, à mon avis, il y a des cabinets d'avocats de lobbyistes qui se sont fait bien plaisir. Non, dès le départ, on savait que c'était très compliqué et que ça ne passerait quasiment pas. Et alors, bon, c'est vrai que la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne, mais malgré tout, c'est ce que je disais, il y a ce côté un peu européen, on n'est pas loin des questions de souveraineté européenne. Est-ce que, finalement, on ne pourrait pas en faire encore plus un fleuron européen? Il en dit quoi Monsieur Hauser, tu lui as posé la question? Lui, c'est son bébé. Oui, alors lui, c'est son bébé. Je l'ai interrogé à propos de RISC-V, qui est une architecture qui a grimpé, du coup, qui a monté, qui est open source. Et il a dit oui, on peut continuer d'en faire un fleuron. Ce qu'il faut, selon lui, c'est maintenir l'indépendance d'ARM. Comment il estime qu'on pourrait le faire? Lui, bien que citoyen autrichien, mais vivant au Royaume-Uni, il pense que l'État britannique devrait investir 1 milliard dedans, avec une golden share, capable de bloquer les éventuels rachats. Donc pour lui, une cotation en bourse, c'est la bonne chose. C'est ce que s'apprête à faire SoftBank. C'est-à-dire qu'ils veulent récupérer leur argent. Ils ont mis 32 milliards. Désormais, ils sont valorisés entre 40 et 45 milliards. On peut en reparler après. Il y a des deals dans les semi-conducteurs désormais qui atteignent les 50 milliards. Pour protéger ARM, pour continuer à faire en sorte que Apple puisse l'utiliser tranquillement et Qualcomm, il faut une introduction en bourse, mais avec un petit verrou étatique pour dire pas touche. Mais finalement, est-ce que ce petit épisode Nvidia n'a pas été bénéfique à ARM? Je pense que si. Il a été même bénéfique à toute l'industrie. Mais même, tout à l'heure, tu parlais de ton campus de protection numérique. C'est ça à se rendre compte. Il y a la sécurité. Oui, mon campus il y a la sécurité. Oui, c'est toi qui dirige. Il y a la sécurité d'information, mais il y a aussi la sécurité d'accès aux technologies. Nvidia aurait pu bloquer ces accès. Et ça ne s'est pas fait.
Bon, donc il est soulagé, Monsieur Hauser. Alors, il est très content. Ouais. Il est très content. Je pense que toute l'industrie est très contente. Mais il faut aussi voir qu'il y a du passif. Nvidia est une belle entreprise qui a des technologies de pointe, mais qui ne sait pas travailler avec les autres. Il y en a, on en tient pour preuve. Apple a éjecté les GPU Nvidia et ne veut plus parler à Nvidia depuis les épisodes malheureux des MacBook Pro avec les GTI, avec les 840M et 940M où il y a une bisbille sur la surchauffe. Nvidia n'a jamais reconnu ses torts. Ouais. Apple a expulsé Nvidia. Nvidia était dans la Xbox, rappelle-toi la première Xbox. Ouais, bien et sûr. désormais, tout ce beau monde travaille avec AMD. AMD. Est-ce qu'ils ont les meilleurs GPU? Je ne sais pas. A priori, vraiment, les RTX, c'est vraiment les meilleurs des GPU. Mais ce qui compte dans l'industrie, c'est moins d'être le meilleur que de savoir travailler avec un écosystème. Magnifique, très belle conclusion. Adrien Branco, j'aime bien merci la conclusion beaucoup. aussi. Ouais, elle est bien. Donc, cette interview exclusive de Hermann Hauser à lire sur 01net.com, bien Oui, tout à entendu. fait. Et il y aura des suites. Ah, en plus. Bon, c'est bien, tu vas nous feuilletonner tout ça. Merci beaucoup, Adrien. Voilà, c'était l'actu de la semaine. On va passer à nos invités et on va parler tout de suite de quoi on va parler? D'objets connectés et de bagues connectées. Bonjour. Et oui, vous connaissez les montres connectées, vous connaissez les bracelets connectés. Eh bien, la bague connectée va-t-elle devenir le nouveau wearable, le nouveau produit à porter, le nouveau produit connecté à porter sur soi, notamment pour contrôler sa santé? Il y a déjà quelques modèles de bagues connectées sur le marché, mais nous sommes ravis d'accueillir bien, le fondateur d'un modèle français de bague, c'est Circular. Bonjour Amaury Kosman. Bonjour Jérôme. Vous êtes cofondateur de Circular. Absolument. Circular, on peut dire start-up encore. Oui, start-up, ouais. Tout à fait. Ouais. Et vous avez donc présenté au CES de Las Vegas votre modèle de bague qui était déjà en financement participatif, je crois. Exactement. Déjà sur Kickstarter. Ouais, c'est ça. Il y a à peu près 2 ans, on avait fait une campagne de crowdfunding sur Kickstarter Indiegogo. D'accord. On avait prévendu à peu près 2000 bagues. Et le temps de la production, et puis avec tous les délais liés aux composants et tout ce qui va avec, on a pris un peu de temps à livrer et aujourd'hui on est prêt à livrer. Donc là, ça y est, c'est le coup d'envoi. Ouais. Vous allez la lancer sur le marché. Ouais. Cette bague made in France. Alors, est-ce que vous pouvez nous la présenter un peu? Vous l'avez à la main, bien sûr. au doigt évidemment. Aux 2 mains même. Ouais, même 2, ouais. Bien sûr, ouais. Alors l'idée de Circular, c'est vraiment d'être un tracker 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ouais. Au contraire des autres objets connectés sur le marché qu'on ne peut pas forcément porter tout le temps. Je ne parle pas bien sûr pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens, les bracelets, les montres, on ne peut pas les porter la nuit. Oui, les bandons, il faut les recharger. Ça et veut aussi, dire, il faut les recharger. On peut les porter. Bien sûr. Mais... Après, non, je ne crache pas non plus sur tous les montres et les bracelets, mais il y en a qui ont des grosses autonomies. Ouais. Ceci étant dit, c'est pour le confort surtout. Il y en a beaucoup qui ne les portent pas la nuit. Sûr. Et bien sûr, les bandons, on ne va pas les porter la journée. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un tracker qui prend des données tout le temps. Et pourquoi c'est important? Parce que si on a des données tout le temps, on peut derrière nous faire des corrélations beaucoup plus intéressantes pour les utilisateurs. Au contraire, là où on a un objet qu'on ne porte pas tout le temps, on ne va pas pouvoir corréler pour les gens les effets de votre sommeil sur votre activité physique et vice-versa. Donc c'est surtout pour ça. Alors qu'est-ce qu'elle surveille cette bague? Alors Quel type de données? On surveille au total à peu près 140 métriques différentes. Sachant que les métriques de base sont le taux d'oxygénation dans le sang. Donc si vous souffrez d'apnée du sommeil, c'est quelque chose que vous pourrez voir avec notre monitoring la nuit. Ouais. C'est un élément qu'on surveille aussi avec le Covid? Absolument, oui. Dans les phases avancées du Covid, pour surveiller en effet le taux d'oxygénation, c'est super intéressant. Et quand on est malade, ça fait partie des choses qu'il faut surveiller avec sa température, etc. C'est ça, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que vu qu'on corrèle plein de données différentes, on peut avoir des modèles de reconnaissance pour certains types de maladies aussi. En fait, si demain vous allez être enrhumé, vous allez voir les symptômes aujourd'hui, ou en tout cas votre système immunitaire va commencer à répondre. On va voir votre température un peu augmenter par rapport à votre baseline, donc à votre norme. Ouais. On va voir votre fréquence respiratoire augmenter par rapport à votre norme. On va voir d'autres, par exemple la variabilité de la fréquence cardiaque baisser. Toutes ces choses-là qu'on traduit pour vous, bien évidemment, c'est pas forcément clair quand je l'énonce comme ça. Qu'est-ce que la variation de la ce qui compte, c'est la lecture que vous allez en faire, et puis j'imagine que dans l'appli, on comprend à quoi ça correspond. Exactement. Et en fait, ça, c'était vraiment le pourquoi aussi de pourquoi on a créé Circular. C'est avoir un objet qu'on puisse porter tout le temps et faire des recommandations qui soient utiles, et 2, faire des recommandations qui soient bien sûr compréhensibles par tous. On ne veut pas juste donner des données brutes qu'on ne comprend pas. Bien sûr. Alors, je l'ai dit, vous n'êtes pas les premiers sur ce marché. Il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques modèles américains notamment. Comment est-ce que vous pensez vous différencier? Alors aujourd'hui, le marché des bagues connectées est de plus en plus gros. On a des nouveaux acteurs qui commencent à arriver, qui font beaucoup de choses avec des fonctionnalités passives, donc typiquement du paiement, des choses qui ne nécessitent pas forcément du monitoring ou une batterie.
Et aujourd'hui, sur le marché des bacs connectés avec composants actifs qui font du monitoring, on est très peu. Il y en a 2-3, dont une qui est assez connue, qui est notre concurrent principal. Oura, exactement, qui est finlandais / américain. D'accord. Comment on se différencie d'eux? Il y a pas mal de choses. On a beaucoup d'électronique qui est différente de la leur. On a un moteur vibrant pour du retour haptique. On a un bouton. Ah oui, elle vibre exactement. Pour nous prévenir de quoi, par exemple? Alors, elle a plusieurs fonctionnalités. Aujourd'hui, sur cette première version qu'on va bientôt livrer, pour vous réveiller le matin, en toute discrétion. Ah bah ouais, c'est vrai. Pour ne pas réveiller ceux qui sont à côté de vous. Ouais. On peut vous réveiller en phase de sommeil léger, parce que forcément, on fait la détection de phase. Donc, si vous voulez moins d'inertie le matin, on peut faire ça avec le moteur vibrant. D'accord. Oui, c'est bien. Moi, j'apprécie ça. Ça évite de nous tirer du rêve au meilleur moment. C'est dommage. Ouais, exactement. Et puis surtout, le silence aussi du réveil, c'est sympa. Enfin, moi, j'avais, à titre personnel, ma sœur qui me réveillait quand j'habitais chez mes parents, qui me réveillait tous les matins avec son alarme, qui faisait un boucan pas possible à côté. Donc, ça vient aussi un peu de là, l'idée de cette alarme, et de la bague par ailleurs. D'accord. Après, il y a beaucoup d'autres choses, un bouton pour des fonctionnalités de contrôle, beaucoup de métriques qu'on fait en plus d'eux. Eux ne traquent presque que le sommeil, là où nous, on fait aussi la journée, ce qui est très compliqué parce que forcément, il y a un peu de bruit avec le mouvement, il faut faire beaucoup de traitement de signal pour ne pas aller trop dans les détails. Mais voilà, nous, on traque vraiment tout le temps. Alors, il y a des données, il y a des montres qui aujourd'hui captent des données vraiment hyper sophistiquées. Il y a électrocardiogramme, fréquence cardiaque. Vous faites ça? Non, c'est plus compliqué, non, l'électrocardiogramme? Alors, un électrocardiogramme, c'est un peu plus compliqué. En fait, il faut 2 points pour pouvoir faire en sorte que le signal passe au travers ici du cœur pour qu'on ait vraiment le signal parfait. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui en clinique, en hôpitaux, etc. Nous, on utilise un PPG, qui est une autre technologie, qui en fait vient envoyer de la lumière dans vos veines. Et en fait, la résistance de cette lumière par rapport à si votre veine est chargée en sang ou pas vient nous dire votre fréquence cardiaque. Mais ça, c'est pour la fréquence cardiaque. D'accord. Absolument. La tension, non, la tension, c'est compliqué aussi. La tension, c'est compliqué, mais on a des bons. Ce qui est bien avec une bague, au contraire aussi d'un autre objet, c'est que c'est bien calé contre votre peau. Il n'y a pas trop de mou, au contraire d'une montre où il y a un petit peu de mou. Donc on a en fait une précision qui est un peu supérieure aux autres objets du marché. Grâce à ça, on commence à travailler sur ce genre de sujet, qui reste compliqué bien sûr, mais on y travaille. Ok, et la glycémie, un jour peut-être? Alors la glycémie, c'est très demandé. C'est un marché qui... Oui, pour les personnes diabétiques. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de diabète, donc c'est très très demandé. C'est très très compliqué de faire quelque chose sans que ce soit invasif, sans une petite piqûre, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup d'acteurs dans le monde entier qui y travaillent. Vous y viendrez peut-être après. Peut-être. Ouais. Non, mais je vous demande tout ça parce que effectivement, même si elle ne fait pas tout ça aujourd'hui, et ce qui se comprend tout à fait, on voit bien que les wearables, ce type de produits qui au début étaient un peu des gadgets, tiens, je vais surveiller ma fréquence cardiaque. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça va devenir, et ça commence à devenir dans la tête des gens, un élément de sécurité presque? Voilà, il y a, je sais pas, je me sens pas bien en ce moment, ou je sais pas quoi, tac, au moins j'ai la bague, ou j'ai la montre, ou j'ai le bracelet qui est censé, est-ce qu'il peut me prévenir en cas d'alerte? En fait, c'est exactement tout le but de ce qu'on fait. En fait, il faut respecter plusieurs conditions si on veut vraiment que ça rentre dans la tête des gens, si on veut que ça se démocratise la santé personnelle. Nous, on est parti du constat qu'aujourd'hui, les objets du marché vous disent pas assez de choses pour que ce soit utile pour vous, et c'est pour ça que c'est connoté un peu gadget aussi. Il faut respecter quand même, l'Apple Watch, les WeThings aussi disent quand même beaucoup de choses. Bien sûr. Elles peuvent détecter aussi la fibrillation auriculaire, c'est-à-dire c'est les signes précurseurs de la crise cardiaque, c'est ça? Absolument, les différentes fibrillations artérielles par exemple, ce genre de choses. Absolument, je ne dis pas que c'est pas utile, je dis qu'il y a un gros travail à faire sur pouvoir traquer les données tout le temps, de faire en sorte que les gens veulent porter un tracker, ça c'est aussi assez compliqué, et surtout faire le travail de corrélation et de compréhension pour eux. À partir de là, si votre objet fait beaucoup d'analyses différentes, on peut vraiment aller très loin. On peut prédire les cycles menstruels pour les femmes, on peut prévenir une maladie à l'avance, on peut vous dire exactement combien de temps de sommeil vous avez besoin, est-ce que vous faites assez de sport, si vous avez des buts de régime, etc. On peut vous dire quoi faire. Mais on y viendra, selon vous, à tout ça? Est-ce qu'on y viendra? Il faut beaucoup de données, il faut amasser beaucoup de données. La miniaturisation doit aussi beaucoup avancer. On essaye d'aller dans ce sens. Il y a beaucoup de capteurs et de choses dans notre bac qu'on fait faire nous-mêmes parce que personne d'autre les fait. Oui, on peut y arriver, je pense. Il y a encore un peu de travail sur certains sujets comme le diabète, mais on peut y arriver. Alors, c'est une bague qui coûte combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous, on livre en mai les premières bagues. Qui ont été achetées en précommande sur Kickstarter. Exactement. Donc ils l'ont payé moins cher. Ils l'ont payé encore moins cher que le prix que je vais annoncer. Aujourd'hui, elle est à 259 en prévente toujours. Donc on a ouvert les préventes au public après les avoir fermées après notre succès Kickstarter. D'accord. Et après, le prix retail sera 289.
289 sera le prix. Ok. Et alors une bague, il faut que ça s'adapte à la taille du doigt. Bien sûr. Il y a plusieurs tailles. Comment ça se passe? On a 7 tailles différentes. D'accord. Donc c'est pas la bague va pas s'adapter toute seule, bien sûr. Il n'y a pas un mécanisme qui adapte la taille. On voulait pas ça. Donc on fait directement plusieurs tailles différentes. Ok, très bien. On a une autre start-up française qu'on a reçue ou qu'on va recevoir, je crois, qui, elle, propose du paiement. Est-ce que, par exemple, c'est une brique qui vous intéresserait, ça? Alors pour le moment, non, on ne veut pas rentrer sur leur territoire, qui font très bien. Et en effet, oui, on les connaît, ils s'appellent Aeclis. Oui, tout à fait. Bien sûr, qui font du paiement sans contact, donc c'est pas prévu pour le moment. Non. Pas prévu, ok. C'est du boulot quand même, hein, de créer un produit comme ça, un produit hardware. À première vue, quand on s'est lancé, on ne pensait pas que ça allait être si compliqué de faire un si petit objet. En réalité, c'est très très compliqué parce que on est un peu précurseur. Il faut inventer toutes les méthodes de production, faire en sorte que ça se fasse en série, etc. C'est très très compliqué. Ouais. Et vous, votre équipe, c'est quel profil? Vous venez d'où? Alors nous, de notre équipe, on a presque que des ingénieurs pour le moment. C'est beaucoup de systèmes embarqués, d'ingénierie, de data scientists, des gens qui connaissent aussi ce milieu médical et savent jongler avec les différentes données biométriques. Donc beaucoup d'ingénieurs, quoi. Très bien, super. Eh bien, parfait. Circular, qui sort ce mois-ci, là, qui est première livraison au mois de mai. C'est ça, sur le site, c'est déjà disponible. Parfait. Amaury Kosman, merci beaucoup. Merci D'être passé nous voir et pour nous expliquer tout ça dans 01 Hebdo. Merci. On va passer tout de suite à notre rendez-vous Tech Care, comme chaque semaine dans 01 Hebdo. Les innovations et les entreprises et les startups tech qui font du bien à la planète. Et on va s'intéresser tout de suite à la réparation, à la réparabilité des produits électriques et électroniques. Voilà, avec notre invité qui nous rejoint et le nom de sa compagnie veut tout dire, SOS Accessoires. Tout est dit. Bonjour Olivier de Montlivaud. Bonjour Jérôme. Merci d'être là. On est ravis de vous accueillir sur le plateau de 01 Hebdo. Alors, SOS Accessoires, leader de la vente en ligne de pièces détachées pour la réparation des appareils. Je suis allé voir sur votre site, électroménager, il y a de tout. En fait, c'est tout. Vous faites le lave-vaisselle, le smartphone, la tablette. Alors, surtout l'électroménager. Surtout l'électroménager, mais j'ai trouvé des batteries de smartphone aussi. On fait un petit peu, de smartphone parce que nous sommes partenaires de marques comme LG, mais le très gros de notre activité est vraiment sur l'électroménager. Parce que c'est clairement là qu'il y a le plus de réparabilité possible. Voilà, c'est-à-dire que vous dites, si on a le lave-vaisselle qui ne marche plus, il ne faut pas tout de suite aller dans un magasin pour le remplacer. Il faut d'abord essayer de comprendre ce qui se passe. C'est exactement ça. En fait, notre principal concurrent, c'est le mauvais réflexe qu'on a tous. Vous peut-être, en tout cas moi, ça m'est arrivé. Quand on a un problème avec un appareil, je le remplace. On se dit, ça va, il a fait son temps. Si on n'est pas sous une pression économique énorme, il faut avoir les moyens de changer comme ça. Oui, mais comme les appareils valent de moins en moins cher, en tout cas pour bon nombre d'entre eux, jusqu'à il y a peu, on avait un peu trop rapidement ce réflexe-là. Ouais. Donc le modèle de SOS Accessoires, c'est bien sûr fondé sur la vente de pièces détachées, mais c'est bien plus que ça, parce que sans ça, on s'adresserait qu'à des super bricoleurs. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Tout le monde ne sait pas réparer soi-même lui-même son lave-vaisselle quand même. Et c'était ça le modèle originel de SOS Accessoires, c'est de s'adresser justement aux gens plus ou moins, plutôt plus que moins, bricoleurs. D'accord. On en connaît tous dans notre entourage, il y en a 2 ou 3 millions. Moi je trouve qu'on n'en connaît jamais assez. On a tous son c'est voisin, bien d'avoir des amis bricoleurs. Mais en fait, tout le monde peut réparer son appareil électroménager. Il faut juste quelques éléments essentiels. 1, il faut oser. Ouais. Et 2, il faut avoir la bonne information et dans certains cas, la bonne assistance. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Au-delà d'un très important stock de pièces détachées, on a créé en interne, avec mes équipes, des centaines et des centaines de tutos, de diagnostics, de vidéos qui permettent à tout un chacun justement d'identifier la cause de la panne, ça c'est le nœud du problème, bien sûr. Et derrière, d'y arriver. Donc comment je fais? Je vais sur votre site, puis je dis la vaisselle ne se vide plus, je ne sais pas. Exactement, on est tous pareils. Avec notre troisième main, avec notre smartphone, dès qu'on a un problème, on pianote. Ouais. Mon évier est bouché, là non, c'est pas ça. Ça sera ma porte de four est bloquée, mon frigo ne fait plus de froid, mon sèche-linge fuit, puis on remonte la pelote. On va plus ou moins loin dans la... On se dit, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3. J'ai coché toutes les cases. Ouais. Dans un cas sur deux, il n'y aura même pas besoin de changer une pièce détachée.
pour réparer. Oui, c'est juste de la manipulation. Il y a c'est du détartrage, c'est une connectique à rebrancher, un nettoyage, un branchement, etc. Enfin, un entretien. Et quand il y a besoin d'une pièce détachée, dans la plupart des cas, ça ne vaut pas grand-chose. La moyenne de nos pièces détachées, c'est 20-25 euros. Donc pour 20-25 euros et un peu d'huile de coude, vous réparez un appareil qui en vaut 200, 300, 400 à 500 euros. Donc vous faites du bien à votre portefeuille, vous faites du bien à la planète, parce que quel intérêt, pour ne pas parler de plaisir, à racheter un lave-linge, un four, un frigo, un micro-ondes. Ça n'a pas beaucoup de sens. Non, ça a de moins en moins de sens. Les nouveaux modèles n'apportent pas forcément beaucoup de choses en plus. Donc, très clairement. C'est pas comme, c'est pas franchement comme les smartphones, c'est sûr. Exactement. Alors, je comprends bien. Donc, vous avez des tutos. C'est quoi? C'est de la vidéo? Donc, on a des tutos écrits et vidéo. Parce que les deux sont extrêmement importants. Évidemment, l'image, et vous savez quelque chose, est extrêmement importante. Mais l'écrit aussi permet de sécurité, de rappeler, de préciser. Donc, les deux sont complémentaires. Mais si malgré tout, je ne me sens pas vraiment, ou je ne comprends pas tout, est-ce que je ne peux pas avoir un petit coup de main? Mais bien sûr, et vous aurez un coup de main sous la forme de robot, entre guillemets, ou d'humain. Robot quoi? Un chatbot? Donc nous avons mis en place un vrai chatbot technique. Je parle d'un chatbot, pas le chatbot qu'on voit pour régler des problèmes de commande ou de SAV qu'on voit sur quasiment tous les marchands ou les administrations. Donc je lui dis, je lui donne la référence de mon appareil. Exactement. Vous lui dites, ce que vous dites, mon lave-vaisselle fait du bruit ou mon sèche-linge fuit. Et vous allez suivre les différentes étapes qui vont vous permettre de cocher justement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et vous allez donc déterminer avec ça, sans aucune technicité, ce qu'il faut faire pour réparer votre appareil. On a des centaines de connexions sur notre chatbot. Et ce qui est intéressant, alors c'est pas évident, parce que on est sur un modèle d'arbre de décision. Il y a X cas de figure. Il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers de cas de figure. Mais nous, on monitore ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans 35% des cas, un tiers des cas, ceux qui vont au bout de notre chatbot arrivent à trouver la cause, le symptôme de leur panne, alors qu'ils n'en savaient rien du tout au départ. Ils n'avaient jamais réparé un réfrigérateur ou un lave-vaisselle de leur vie. Ça, je ne peux pas vous certifier. Ça, je n'ai pas cet élément-là. Mais ils ne savaient pas. Une petite affinité, une petite appétence quand même pour le bricolage. Même pas. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de témoignages, privés, mais ça n'a aucune valeur, je dirais pour vous, journalistes. C'est surtout de la part de clients qui nous écrivent tous les jours, et nombre d'entre eux sont publics, qui disent « Je n'y connaissais rien et grâce à vous, j'ai réussi à sauver mon appareil ». Mais Olivier de Montlivaud, est-ce que, quand même, à aucun moment, on ne peut entrer en contact avec une personne physique? Bien sûr que si. Parce que c'est ça qui est fantastique chez nous, c'est qu'en fait, on fait un métier très ancien, un métier vieux comme le monde, la réparation. Et non simplement, on le fait de manière extrêmement moderne, donc en s'appuyant sur toutes ces technos, mais on le fait à la base avec des vrais techniciens électroménagers. Donc tous mes tutos, mes diagnostics, etc., ce sont des vrais techniciens qui ont fourni la matière. Et en plus de ça, vous pouvez les solliciter par mail, chat, téléphone, visio. Pour leur montrer mon truc. Exactement. Vous téléchargez une appli qui va leur permettre d'échanger avec vous en réalité augmentée. Ils pourront vous faire des zooms, ils pourront vous faire des incrustations. C'est une prestation payante? Et ça, c'est payant. Combien? 19 € pour une demi-heure. Pour une demi-heure. Donc pour même pas 20 €, vous pouvez sauver un appareil pour lequel vous auriez dépensé 300 ou 400 €. Et si vous aviez fait venir un technicien, ça vous aurait coûté au minimum 100 ou 150 €. À comparer, il y a aussi des startups sur le créneau de la réparation à domicile fait par des gens... 85 € le minimum. Ouais. Bon, si vous le dites. Là, c'est voilà, pour 0 € ou 20 à 40 €. Mais ça s'est quand même pas mal modernisé, ce marché de la réparation. Exactement. Il y a eu la sale période où, on ne va pas citer de marque, mais on appelait, et puis le technicien arrivait, il nous disait « Ah ouais, monsieur, c'est la carte mère qui est morte, il faut changer, ça va vous coûter 200 € ou bien vous rachetez un nouveau lave-linge à 290 €. Voilà, on revient à ce qu'on disait au début, on se faisait avoir, entre guillemets. Et on a l'impression que ça s'est un peu assaini, et notamment grâce au numérique, avec des services comme le vôtre, comme d'autres où il y a
la Et c'est ce qui a permis à des sur place. sociétés comme SOS Accessoires, justement, de trouver leur place, de prendre toute leur place et de faire bouger les lignes. Ouais. Très clairement, d'une solution de métier un petit peu vieillot, en tout cas, cette image-là, ces métiers-là, pour des raisons économiques, écologiques, techno et fierté, de réalisation. C'est vrai que quand on répare soi-même son lave-vaisselle, il y a une fierté Mais vous personnelle. mais c'est vrai. Ah si, je le sais, je l'ai fait. C'est vrai, vous l'avez fait. Voilà. Ah ben oui. Mais c'est exactement ça. Et on en parle le samedi soir quand on peut se réunir Tout à fait. avec ses copains. Oui. Et puis on fait des photos, on montre à tout le et monde. pendant 10 minutes, après, évidemment. Après, on n'en peut plus et on perd tous ses amis. Voilà, presque. exactement. Vous arrivez à prolonger la durée de vie des produits comme ça ? Eh ben, du coup, on arrive à les prolonger de 1 an, 2 ans, 3 ans à 4 ans. Donc, économie de déchets manières, économie de rejet CO2 grâce à ça. Parce que vous imaginez bien que chaque fois qu'on achète un appareil électroménager, on connaît tous sa valeur, mais ce qu'on ne sait pas, on connaît tous son poids, 30, 40, 50, 60 euros, mais juste un exemple. Un lave-linge, de mémoire source à ADEME, c'est 275 kilos de rejet CO2, comme on dit, de la mine à la porte du consommateur. Donc dès que vous le prolongez d'autant d'années, on diminue vous diminuez proportionnellement ces rejets CO2, et Dieu sait si on en a besoin. Tout à fait. Merci beaucoup Olivier de Montlivaud, fondateur de SOS Accessoires. Merci d'être passé nous voir. Merci Jean. Et on va s'intéresser à d'autres produits, alors tout neufs ou en devenir, ou qui parfois n'existent même pas. Mais pour cela, il n'y a que Jordan Cossino pour nous parler de ça. Salut Jordan. Bonjour Jérôme. Comment vas-tu? Mais plutôt pas mal. Et oui. Où est-ce qu'il est? Et où qu'il est? Je ne sais pas où il est. D'accord, bon ça va? Je sais pas, il m'a dit aujourd'hui je peux pas venir, débrouille-toi. Ah ouais, bon. Sympa, vous avez Il est une bonne comme relation. ça, il est comme ça. Non, c'est pas vrai. Comment ça va? Ben, ça va bien, je t'ai vu arriver avec le grand sourire, tu me dis, ouais, 12 minutes. Oui, c'est vrai, tu as beaucoup de temps. Je suis très aujourd'hui. content, de pouvoir se raconter plein de choses. Écoute, parce que quand François n'est pas là, on a plus de temps. Ah bah, ça n'engage que toi, je lui renverrai On lui l'extrait sur dira Twitter. pas. Bon, Alors. j'ai fait un petit tour, comme d'habitude, de Kickstarter et des plateformes de financement participatif. Yes. Et j'ai trouvé 3 produits. 3 produits que t'es le plus enclin à acheter à chaque fois. François est un peu plus, tu vois, un peu plus sur François, il y a l'esprit critique, moi voilà, je suis toi, t'es plus fonceur. gogo. Toi, moi. voilà, Je toi, suis t'es très plus fonceur. gogo. Donc, j'espère t'en vendre au moins un. Je suis un peu un petit marchand de tapis. Ok, allons-y. On va commencer par Glove 80. Qu'est-ce que c'est? Ça va peut-être te parler. C'est un clavier ergonomique. Alors, j'aime bien tout ce qui est un peu clavier ergonomique parce que souvent les looks sont un peu originaux. Là, tu vas voir, celui-ci, on dirait qu'il a été coupé en 2. Oh my god. Alors, disons que je demande à voir. Il a été coupé en deux, il a été tordu, il a vu, été c'est assez chauffé à la bizarre, vapeur. hein. non, Vous avez les images à l'écran, c'est assez bizarre. Wow. Et visiblement, c'est donc bien plus pratique pour écrire. Enfin, en fait, je pense que c'est pratique une fois que tu as passé 50 heures avec SITV, parce que tu as vraiment les mains écartées. Hein. Tu vois, on voit à la vidéo, ils ont vraiment les mains écartées. Ouais. Visiblement, ça repose la paume, etc. Alors, par contre, je pense que pour tout ce qui est tendinite, etc., c'est très bien. Mais pas hyper convaincu de l'utilité, mais soit. Évidemment, il est sans fil. Tu peux le plugger, enfin, tu peux l'appairer jusqu'à 4 périphériques en même temps, Bluetooth, et en USB en plus. Donc, si tu veux. Tu as aussi une petite édition gamer, parce que c'est important. Et qu'est-ce qu'elle a, l'édition gamer, à ton avis? Je sais pas, des macros, des boutons en couleur. Non, des boutons en couleur, des exactement. boutons en Tu as des couleur, LED, parce que évidemment, c'est D'accord, connu, voilà. tous les gamers adorent les LED. Ouais, c'est ce que sûr. pensent les constructeurs, du moins. Donc voilà, c'est compatible avec Mac, Linux, tout ce que tu veux. Tu peux même, tu as un petit pied aussi que tu peux incliner sur le clavier. Donc tu peux le surélever en fonction de ton poignet. Si on est dans l'ergonomie, il faut qu'on soit dans le confort maximal. Ah oui, non, mais donc tu as un petit pied que tu peux vraiment choisir pile la bonne hauteur. Mais ils disent combien de temps il faut pour s'y habituer, non? Alors non, parce que s'ils te disent que s'il faut vraiment en fait, je pense que ça dépend des gens, mais moi je pense que je suis tellement habitué à mon clavier classique sur lequel je tape relativement vite. Ouais, et puis repasser à un truc où tu as 2 mains, enfin je sais pas. Bah oui, parce que quand t'as pas vraiment appris à taper au clavier, parfois tu fais des trucs qu'il faudrait pas faire, quoi. Oui, voilà, tu vas c'est ça. chercher la touche de Tu vas aller gauche avec chercher la le main A, droite. exactement. Et en fait, tu n'utilises pas tes pouces quand tu tapes, tu utilises vraiment tes 4 doigts. Et les pouces servent pour de la barre espace ou le majuscule. Échappe majuscule. Mais sauf que c'est pas hyper. Enfin, je sais pas. J'aimerais bien l'essayer. Sauf que vu qu'il coûte 276 €. Ah oui, quand même. Je vais pas l'essayer tout de suite. Autant le clavier, il y avait eu un clavier ergonomique par LDLC, si je me trompe pas, qui coûtait pas très cher, il coûtait 50 €. Ah oui. Ça pouvait se tenter. Laserty Plus, je crois. Autant celui-là à 276 €, ça fait un peu cher. Mais ils ont récolté quasiment 200 000 €. Hein. Bien. Tu demandais si ça allait me plaire? Oui, moi j'avoue que ça. Tu
serais capable d'essayer ouais, moi je serais capable d'essayer parce que je passe ma vie devant un écran et je suis en quête de la position idéale et que j'ai toujours pas trouvé. Pourquoi tu tapes comme ça, toi, avec les deux doigts comme Non, les monsieur, femmes du non, CDI ou monsieur, bibliothécaire je tape comme un hacker fou, mais c'est vrai, mais je suis curieux de voir ça. mais c'est voilà. pas ça Donc, qui facilite les choses. il s'appelle Glove 80 et c'est censé être livré en septembre 2022. Bon, si super. vous êtes Glove intéressé. 80, nickel. Deuxième objet, c'est une batterie externe, mais dès comme ça, j'en ai rarement vu. Ça s'appelle PDGO. Alors le nom n'est pas censé t'aider, hein, Ouais, je donne le nom. intéressant. Qu'est-ce qu'il y a de particulier cette batterie externe? On le voit à l'écran, c'est qu'en fait, justement, elle a un écran. En fait, c'est une batterie dans laquelle tu as un petit écran 1080p dont tu peux te servir pour soit recopier, faire de la copie d'écran, soit avoir un écran en plus. J'avais jamais vu ce C'est truc-là. idiot parce que ça va consommer de l'énergie. Là, le problème, c'est que ça reste une batterie entre guillemets que de 10 000 mAh, ce qui est beaucoup, mais quand tu as un écran à faire tourner, ils en parlent pas trop de l'autonomie de l'écran, mais je suis curieux, tu vois, parce que mine de rien, ça doit consommer énormément. Mais c'est quoi les use cases pour ça, enfin, ça peut, Visiblement, ils te disent que tu peux reproduire l'écran de ton téléphone, mais en fait, vu qu'il fait la même taille qu'un écran de téléphone, je vois pas trop l'intérêt. T'es sûr que c'est pas plutôt un écran qui fait aussi batterie? En tout cas, ils se vendent comme une batterie qui possède un écran. Pas dans l'autre sens. Okay. Donc tu as une petite prise HDMI dessus. Ouais, ça fait écran de contrôle pour une caméra par exemple. Oui, voilà, mais pour une GoPro, pour plein de trucs. Il y a des vrais cas d'usage. D'accord. Mais en fait, je pense que soit tu l'utilises comme une batterie, soit comme l'écran, mais pas comme les deux, parce que sinon t'as plus de. Enfin, ça va pas tenir très longtemps. En USB, t'as un petit port USB-C qui peut délivrer du 20 watts, donc c'est ok, mais c'est pas non plus. Tu recharges pas un laptop. C'est pas le Qatar, tu vois, c'est pas du Oppo. C'est pas Oppo qui t'envoie du 65 watts, tu vois. Le Qatar, ils sont forts en énergie. Non, mais c'est une façon de parler, tu vois, comme c'est pas les États-Unis, c'est pas voilà, tu vois, c'est une petite expression que je t'offre. Ok, c'est gentil. Non, moi ce qui m'inquiétait, c'est le poids, ça pèse entre guillemets que 220 grammes, donc ça va, c'est pas non plus une brique. Et sur les tailles, ça fait 14 cm de long sur 8 de large, donc c'est pas non plus, sur 8 de large, et 3 d'épaisseur. D'accord. C'est pas non plus hyper. Oui, on le voit, ça a l'air raisonnable. Oui, mais pour la techno que c'est, tu pourrais te dire le truc va être énorme, tu vois. Donc ça va. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'ils te disent que la batterie ne peut pas dépasser les 40 degrés, ce que je trouve déjà beaucoup. Mais ils disent que dans le sens pour te rassurer que ça surchauffe pas, ils te disent que ça peut aller jusqu'à 40 degrés. Parce que ça va jusqu'à 40 degrés, bon, j'aimerais bien que ça s'arrête un peu avant, tu vois. Il faut pas la laisser au soleil, mais ça, une batterie, il faut jamais la laisser au soleil. Voilà, après, n'importe quoi, même un iPhone, t'évites de le laisser au soleil. C'est vrai. Même toi, je te laisserai pas au soleil. Ne me laisse pas au soleil, tu vas revenir cramer encore. L'info, c'est que ça coûte quand même moins cher que le clavier qu'on a vu avant, ce que je trouve assez incroyable. Ça coûte 149 €. Voilà. Ah, bah c'est pas très cher. C'est pas si cher que ça, donc ça me tenterait limite d'essayer. Mais voilà, c'est censé être livré en mai 2022. Je dis à chaque fois censé, parce qu'il y a beaucoup de produits sur Kickstarter qu'on ne voit jamais le jour. C'est pour ça qu'à chaque fois, dans toutes les chroniques, je dis à chaque fois c'est censé arriver à cette date-là et c'est censé être esprit-là. Parce que des gens qui se sont fait escroquer, il y en a beaucoup sur Kickstarter. Et le plus connu, c'est le truc, je sais pas si tu te rappelles, qu'il y avait 2 écrans qui sortaient. Oui. Il y avait une campagne immense qui avait été faite où tu avais. un truc que tu rajoutais sur ton PC et ça te faisait 2 écrans sur le côté. Et les gens ne sont jamais fait livrer ou un produit. Et pourtant, ce truc avait fait plusieurs millions. J'ai vu un truc qui ressemblait à Las Vegas. C'était peut-être eux. Oui, maintenant ils ont. En fait, il y a toute une histoire autour de cette boîte. Faudrait limite une émission entière. Mais ils se sont fait voler la techno. Enfin bref, il y a des entreprises qui l'ont piqué. Enfin, c'est passionnant. Mais du coup, oui, maintenant ça existe réellement ce produit. Tu peux trouver vraiment des multiplicateurs d'écran. Dernier produit. Oui, allons-y. Alors, je vais pas dire qu'il est fait pour toi parce que ce serait un poil vexant. Ça s'appelle Ninu Smart Perfume. Donc, c'est du parfum. Exactement. Ouais, c'est une petite. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit c'est pas fait pour toi, parce que ça peut être un peu vexant. Non, c'est une bouteille de parfum connectée. Ils se vendent d'être la première bouteille de parfum connectée. Qu'est-ce que c'est? Tu as plusieurs petites fragrances, on va dire. On va prendre les termes dans ta bouteille, dans ta grosse bouteille. C'est quand même un gros truc. C'est un bon tube de déo, une bonne bouteille de déo. Et tu passe-moi l'enceinte connectée. Non, ça c'est le parfum. Ça ressemble un peu à ça. Il faudra recharger le parfum. Ça c'est important. Parce que si t'as oublié de recharger ton parfum, t'es foutu. T'as une application. Là, je vote déjà qui va avec. Mais bon, vas-y, continue. T'as dit quoi? Je vote contre. T'es pas pour. Non, donc tu as une application sur laquelle tu vas choisir un petit peu ce que tu veux. Soit tu vas choisir des senteurs, des odeurs et tu vas créer un parfum. Soit tu vas laisser l'IA te trouver un parfum en fonction de ce que tu fais. Si tu vas voir, je sais pas, si tu vas à un date amoureux, si tu vas au sport, si tu vas au travail, si tu vas boire un verre, bref. Ça peut choisir aussi en fonction du temps, du moment de la journée. S'il pleut et que c'est la nuit, ça te peut être un parfum qui te déprime, enfin j'en sais rien. Mais bref, ça va s'adapter au moment de la journée. Tu mets du parfum avant d'aller au sport, toi?
Sûrement, ouais, j'en sais rien, je donne des idées, je sais pas, je propose. Non, mais donc voilà, donc je trouve le concept assez rigolo. T'as plus de 100 odeurs dedans et ça te délivre une eau de parfum, ce qui est important, un extrait de parfum, pardon. Parce que tu sais, t'as plusieurs niveaux. Oui, tu as eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum et extrait de parfum. Voilà. Je fais un petit tour chez Sephora, donc tu vois, je connais un petit peu. C'est vrai que tu as fait un stage. J'ai fait un stage de 6e chez Sephora, bien sûr. Non, et donc l'extrait de parfum, c'est ce qu'il y a de plus puissant et ce qui est censé durer plus longtemps et ce qui est le plus cher. Parce que c'est là où tu as le plus, justement, de fragrance, on va dire. Voilà. C'est un vrai professionnel du parfum. J'ai plus bossé le parfum que le côté tech. Autant de dire, la blockchain, je cale que dalle, par contre, le parfum, je m'y connais parfaitement. Non, voilà, je trouve ça assez rigolo. Un petit truc qui coûte quand même 179 €. Ouais, c'est un peu cher. Et en sachant que je pense que leur modèle économique, c'est surtout de te faire acheter des recharges, puisqu'à un moment donné, faut que tu dois avoir des recharges pour ce truc-là. C'est censé arriver en juin 2022. Ça a été financé, ils ont pris plus de 70 000 €. Donc c'est un beau truc qui peut arriver. Après, je disais non, mais c'est vrai que le côté parfum sur mesure, c'est pas idiot. Ouais, en fait, ça te perce. Et en fait, tu peux dire, typiquement, il t'a fait un parfum, tu l'as pas aimé, tu vas dire, bah ça, j'ai pas aimé. Ouais. L'IA va le prendre en compte et il va te proposer autre chose, quelque chose de différent. Donc tu peux liker et disliker. C'est Tinder du parfum. Tu swipes, enfin, tu likes ou tu likes pas, tu mets un super like ou quoi. Et je trouve le concept rigolo. Après, dans les faits, est-ce que j'utiliserai tous les jours? Je sais pas. Ouais. Oui, puis je me demande s'il y a certaines fragrances, comme tu dis, les plus délicates qui, à mon avis, sont très chères. Il y a des produits qui sont plus chers que d'autres. Parce que moi, j'ai vu passer de la cannelle et de la banane. Excuse-moi, tu vas pas te parfumer à la banane. Quoi. Bah écoute, si tu as 8 ans, tu peux être content, je sais pas, pour tes enfants, je sais pas. Mais non, mais du coup, je serais curieux de l'essayer. Ils étaient au CES, etc. D'accord. Ils étaient au CES. Visiblement, je ne les ai pas vus, donc je sais pas si désolé, c'est bon je suis signe. passé à travers. Mais voilà, je trouvais le produit assez original. À défaut d'être intéressant, je sais pas si c'est vraiment intéressant, mais c'est original. Bon, bah écoute, on verra. Ça doit sortir quand Je t'ai dit mai 2022, je crois. Ah bah c'est bientôt. Oui, Bon. ça arrive. Ok. ça Juin marche. 2022, pardon. Bon, pourquoi pas. Bah écoutez, voilà. Pas convaincu par la sélection du jour. Ça, c'est Jordan, des trucs que vous ne verrez nulle part ailleurs et C'est qu'il vrai. est allé chercher dans les bas-fonds du crowdfunding. J'en déroule des pages, je peux te dire. Tu en jettes, tu en mets de côté. Ah oui, il y quand en a même beaucoup. Il y a Tu des tries- trucs tu où- tries ouais, il y a beaucoup comme des trucs. Un jour, il faudrait que tu nous fasses la chronique de la chronique. De ce que j'ai pas pris, je peux que tu vous nous en montrer. racontes Il y a comment des tu trucs fais, où- tout ouais. ça. Avec plaisir. Tous les ratés. Ah, il y en a Ça, bien. je vous en ai pas parlé. Ouais, je pourrais te faire. Ouais, franchement, il y a de quoi faire. hein. Bon, ok, on fera ça la prochaine fois. Avec plaisir. Voilà, merci beaucoup Jordan Cosino pour ce tour d'horizon du meilleur du crowdfunding. On était ravis de passer cette heure, non presque heure, en votre compagnie. La semaine prochaine, eh bien, François Sorel, normalement, devrait être de retour. Je vais me renseigner, hein. Je vais essayer de le faire revenir. Portez-vous bien, continuez à nous suivre surtout et puis à regarder toutes nos vidéos sur 01net TV. Je vous dis à très très vite. Salut à tous.